Bienvenue à toutes et à tous pour ce colloque hebdomadaire de développement épidémiologie des systèmes de santé. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui deux orateurs. Je vais commencer par le premier, le deuxième nous rejoindra un petit peu plus tard en fonction des contraintes logistiques indépendantes de sa volonté. Donc le premier invité est Monsieur Jacques Boschung, qui est diplômé en physique de l'EPFL et qui a un parcours, on va dire, plutôt atypique par rapport aux oratrices et aux orateurs à nos colloques hebdomadaires. Donc, il a fait un parcours chez HP, puis chez IBM. Il a ensuite aussi créé sa propre société et a réalisé des services pour les industries de la chimie et de la pharma. Il a ensuite rejoint Dell Technologies, durant une société pour laquelle il a travaillé pendant 14 ans. Et il a terminé sa trajectoire chez Dell comme Senior Vice President for Europe, Middle East and Africa. Donc, tout de suite, des responsabilités importantes. Depuis 2020, Jacques Boschung est président et general manager de l'unité d'affaires payeurs de Innovalon. C'est une compagnie américaine qui est leader dans la science des données dans le domaine de la santé et qui pousse vraiment les soins basés sur les données. Et vous allez en apprendre plus aujourd'hui. Et puis, depuis 2021, Jacques Boschung est membre du conseil d'administration de Swiss Medical Network, qui est le numéro 2 du marché helvétique des cliniques privées. Et depuis 2018, il est également président du conseil d'administration de Blue Factory à Fribourg, qui est un quartier d'innovation du canton et de la ville de Fribourg. Je présente aussi brièvement le deuxième orateur, le docteur Ken Fak, qui est diplômé en médecine de l'université de Yaoundé et qui a occupé différents postes. Il s'est formé notamment au CHUV. Il a été chef de clinique en médecine interne et à l'unité d'hygiène hospitalière. Il a rejoint l'hôpital du Jura bernois en 2018 et puis il est actuellement directeur médical de cet hôpital. Et il est ainsi engagé dans l'analyse des données cliniques et médico-économiques dans le but d'améliorer la qualité des soins. Alors, sans plus tarder, je passe la parole à Jacques. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation et de te donner la parole. Merci Muriel, merci professeur. Bonjour à tous. C'est avec grand plaisir que je présente aujourd'hui devant vous ce pilote sur les données que nous avons réalisées en collaboration entre Swiss Medical Network et Innovalon sur le site dans cet ensemble un peu, que j'ai envie de dire, fermé, borné en mathématiques, qui est l'hôpital du Jura bernois. En effet, le docteur Ken Fak, qui est le chef médical de l'hôpital du Jura bernois, va me rejoindre tout à l'heure. Donc, dans l'intervalle, si vous avez des questions médicales pointues, je vous demanderai de les garder pour vous. J'ai également avec moi, qui m'accompagne aujourd'hui, le docteur Jacques Bernier, qui est le chef scientifique de Swiss Medical Network et qui pourra également probablement répondre à certaines de vos questions concernant notre objectif et ce que nous avons réussi à atteindre dans le cadre de ce pilote. Voilà, donc je vais vous présenter une rapide survol de ce que fait Innovalon. C'est intéressant par rapport au système, je dirais plutôt à l'architecture légale aux États-Unis, qui promeut très fortement l'interopérabilité. Il faut savoir que là-bas, ils ont des gros problèmes de coûts encore plus importants que chez nous, et également un gros point focal sur la qualité. Puis ensuite, je vous présenterai rapidement Swiss Medical Network, mais surtout ensuite, bien entendu, le cœur du projet de l'hôpital du Jura bernois, qui est un projet de soins intégrés, basé sur un modèle à ce qu'on appelle full capitation, donc un modèle dans lequel vous avez la création de ce qu'on appelle un pay-rider. J'y reviendrai tout à l'heure. Et puis ensuite, la conclusion, et j'imagine que les questions seront de manière interactive. Je vois que la professeure Bolchu est d'accord avec nous. Voilà, alors Innovalon, c'est le leader aux États-Unis sur ce qu'on appelle le data-driven healthcare. Je dirais que la base de leur offre de valeur est concentrée sur le fait qu'ils ont une immense base de données, un immense lac de données sur les patients américains, avec plus de 350 millions de patients américains qui sont ce qu'on appelle linkés de manière longitudinale, qui sont répertoriés dans nos bases de données, et plus de 68 milliards maintenant d'événements médicaux. Un événement médical, ça peut être une claim ou ça peut être simplement, par exemple, le résultat d'un test de laboratoire. Donc, un immense trésor de données. Et Innovalon était très, très actif dès le départ, depuis 1998, dans le domaine, ce qu'on appelle aux États-Unis le managed care. Le managed care, ce sont des mots que vous avez sans doute entendus.
Medicare, par exemple. Donc, on est très focalisé sur Medicare Advantage au service des caisses maladies américaines. Le Medicaid, qui est une version pour les gens qui sont défavorisés aux États-Unis, qui est gérée plutôt par les États, une subvention fédérale importante. Et puis aussi ce qu'on appelle Affordable Care Act ou Obamacare pour le grand public qui a été lancé en 2010. Donc ça, c'est le focus d'Innovalon. Innovalon est une société qui était cotée au Nasdaq jusqu'en novembre de l'année passée, qui est devenue privée depuis novembre de l'année passée, dans lequel, d'ailleurs, de manière intéressante, André Hoffman, qui est le vice-chairman du conseil d'administration de Hoffman La Roche, a des parts, parce qu'il a toujours pensé, André a toujours pensé que Innovalon avait un potentiel, de la manière avec laquelle on analyse les données, d'avoir un impact en Suisse. C'est un peu ce qu'on va pouvoir voir dans la présentation que je vais vous faire maintenant. Donc voilà pour Innovalon. Moi, j'étais, pendant les 2 années et demie passées, j'étais président de la partie, directeur général, on va dire, de la partie payers, qui sont les caisses maladies. Le système américain n'est pas si différent du système suisse, puisqu'ils ont un système qu'on appelle multi-payers, qui s'oppose à un système comme par exemple la sécurité sociale ou le système britannique, qui sont monopayeurs. Donc ils ont un système multi-payeur avec à peu près 450 caisses maladies à comparer avec nos 55 caisses maladies qu'on a en Suisse. Donc avec cette complexité des grands programmes que j'ai mentionnés tout à l'heure et avec les États qu'on peut comparer à nos cantons, on a quand même quelque chose d'un peu similaire sur certains aspects, mais avec, je dirais, chez eux, plus de gap dans la couverture maladie des personnes, puisqu'ils ont une couverture d'à peu près 90% comparé aux 99,999 qu'on a en Suisse. Ceci pour situer le cas. Donc l'idée maintenant que je vais vous montrer, c'était d'appliquer certaines des méthodes analytiques et d'utilisation big data que fait Innovalon pour les grands programmes de managed care, pour sous mandat des caisses maladies américaines, dans le cadre de l'hôpital du Jura bernois. Et ça, c'est l'idée qu'elle en fait Swiss Medical Network, parce que le propriétaire et fondateur de Swiss Medical Network est convaincu qu'on doit conduire une réforme fondamentale du système de santé helvétique. Le système qu'on a maintenant en Suisse est un système qu'on appelle, aux États-Unis, on appellerait ça Fee for Services, où finalement, le praticien, plus il pratique, plus il conduit d'actes médicaux, plus il va pouvoir facturer. Donc, on a une incitation assez perverse dans le système suisse, dans la plupart des systèmes européens. Et si on arrivait à basculer cet aspect actuel vers un aspect de capitation, où finalement la responsabilité budgétaire et aussi et de qualité, le point est clé, et chez le prestataire de soins, on arriverait probablement à réformer ce système, mais c'est probablement le seul moyen. Donc l'idée de Swiss Medical Network, qui est un des 2 plus grands réseaux de cliniques privées en Suisse, avec Irlanden, on a 21 cliniques, on a plus de 60 centres médicaux, comme vous pouvez le lire ici. Donc l'idée, c'était justement de lancer pour 2023, c'est toujours l'idée, on va le voir tout à l'heure comment, lancer pour 2023 un plan ou alors une caisse maladie, une police d'assurance maladie intégrée, dans lequel le prestataire, qui serait Swiss Medical Network, avec sa filiale de l'hôpital du Jura bernois, dont nous avons acquis la majorité en novembre aussi 2021, si je ne m'abuse, dans laquelle l'hôpital du Jura bernois pourrait servir de pilote. Donc le premier site pilote en Suisse d'un système à full capitation, on va pouvoir y revenir tout à l'heure. Et puis quelques chiffres pour Swiss Medical Network qui sont quand même importants, c'est qu'on est quand même une assez grosse shop, on va dire, avec plus de 2300 médecins. La plupart sont des indépendants, donc ça veut dire aussi que si on lance un système à full capitation, il faut qu'on tienne compte du fait que les médecins ne sont en général pas nos employés. C'est une grosse contrainte dans le système de full capitation, avec beaucoup de traitements, beaucoup de personnes hospitalisées par année, plus de 41 000, et vous le voyez, plus de 67 000 interventions chirurgicales, avec un point fort dans l'orthopédie, et puis des actes de recherche aussi chez Swiss Medical Network, qui sont focalisés sur 3 axes. On fait beaucoup dans l'oncologie, où on a un professeur, un médecin dédié pour la recherche sur l'oncologie. On fait beaucoup dans l'ophtalmologie, puisqu'on a aussi toute une série de cliniques qu'on appelle Swiss Vision. Et là aussi, on est dans le domaine du glaucome, un des 3 plus grands centres de recherche européens, il faut le mentionner également. Et puis, on fait beaucoup dans l'orthopédie, comme j'avais mentionné tout à l'heure,
avec le professeur Guido Caravaglia, qui est basé à Genève et qui est notre figure de proue pour tout ce qui est orthopédie. Donc voilà pour les chiffres. Et puis maintenant, voilà ce qu'on veut faire, ce qu'on veut transformer. Je l'ai eu l'occasion de le mentionner tout à l'heure. Si on regarde le système actuel de santé suisse, qui est un système qu'on appelle basé sur les quantités, on dirait Menge Vergütung en allemand, ou alors Fee for Services en anglais, on a finalement les trois acteurs principaux, j'ai simplifié avec trois acteurs, que sont l'assuré, que sont les caisses maladies et que sont les prestataires de soins et les vendeurs, donc toute la partie instruments médicaux et bien sûr médicaments, qui ont des objectifs radicalement différents. Le patient, ou alors le membre d'une caisse, ce qu'il veut, c'est rester en santé. Et si j'exagère à dessein, pour une caisse maladie, à la fin, le meilleur patient possible, c'est un patient mort. Voilà comment ça se caractérise. Alors que pour un hôpital, pour prendre l'exemple de l'hôpital, le meilleur patient possible, c'est le patient qui reste hospitalisé le plus longtemps possible. Et si on a une réhospitalisation, que ça se passe, oui, mais après 18 jours. On voit qu'on a, à cause du petit système de mesure de nos systèmes, un effet très, très pervers. L'objectif du pilote de l'hôpital du Jura bernois, c'est de remettre le patient ou le membre de cette caisse maladie, on va le voir tout à l'heure, au centre du système, avec, travaillant main dans la main, hors des silos, l'assurance et le prestataire de soins. Voilà l'objectif qu'on s'est donné. Et comment on veut atteindre cet objectif? On veut atteindre cet objectif avec cette transformation. D'abord, je l'ai mentionné plusieurs fois, on veut un changement de paradigme. On veut arrêter de travailler sur les quantités pour travailler sur ce que j'appelle un système de full capitation. Pour cela, dans le cadre de l'hôpital du Jura bernois, on va conduire notre pilote. Il faut qu'on collabore avec une caisse maladie. On est en train de signer des accords maintenant avec une caisse maladie très présente localement. Il faut qu'on signe un accord avec une caisse maladie pour créer finalement une filiale. Et cette filiale sera notre joint venture qui va s'occuper de créer justement la police d'assurance dans le cadre de la LAMA, bien entendu, parce que c'est principalement axé sur l'assurance de base et qui sera basé sur une full capitation. Ça voudra dire qu'en fait, le prestataire de soins, l'hôpital du Jura bernois, avec ses deux hôpitaux et ses différents centres de santé, donc Moutier et Saint-Imier pour les hôpitaux, va recevoir par patient un montant budgétaire forfaitaire. Et il doit assurer la qualité des soins, avec bien entendu des mesures de suivi de qualité. Parce que si on fait une incitation financière, comme actuellement c'est d'ailleurs le cas, puisqu'on passe son temps à vouloir couper des coûts au lieu d'essayer de dépenser mieux, eh bien la qualité va en ressentir. Donc vous voyez en fait les quatre attributs que j'ai mis ici, passer d'un financement à l'acte médical, donc c'est ce financement basé sur les quantités à une cotisation fixe, c'est le pauschal ou la capitation, comme on l'appelle en anglais, avec des objectifs qui ne sont plus la quantité, mais la qualité et la prévention. Parce que si vous êtes le système de soins, vous avez un intérêt très, très particulier à la prévention. Parce que si vos patients tombent malades de manière chronique, ensuite, ils vont vous coûter cher. Donc, il y a un énorme accent qui est mis sur la prévention dans ce qu'on veut faire. Passer d'un concept de malade, de patient, à un concept vraiment de santé publique, population health, on dirait aux États-Unis, pour garantir cette qualité et éviter justement ces hospitalisations, et puis arrêter de dépenser moins pour essayer de dépenser mieux. Donc voilà l'objectif qu'on s'est fixé dans le cadre de l'hôpital du Jura bernois, avec l'idée de lancer ce projet pour 2023. Et très concrètement, on a conduit en fait ce qu'on appelle un proof of concept, donc un site pilote avec Innovalon sur le cadre de cet hôpital du Jura bernois. Donc vous voyez un petit peu la cartographie ici avec les différents hôpitaux, les hôpitaux principaux étant bien entendu l'hôpital de Saint-Imier avant tout, ensuite l'hôpital de Moutier, ce sont les deux, je dirais, pierres angulaires du système, avec de nombreux centres médicaux, avec la psychiatrie également. Donc ça, c'est le site pilote dans lequel nous allons travailler. Et l'idée, c'était de démontrer qu'on était à même, dans le cadre d'un site pilote comme celui-ci, d'abord, d'injecter les données. Les données qu'on a à disposition en Suisse, comme vous le savez aussi bien que moi, contrairement à mon exemple américain, sont relativement lacunaires. Et bien entendu, le codage des données, à part par exemple pour les codes ICD-10, qui eux sont vraiment internationaux, comme le nom l'indique,
le codage des données est difficile. Donc, est-ce qu'on était capable d'injecter les données dans cette plateforme américaine et d'en sortir des informations statistiques, épidémiologiques et cliniques aussi de valeur? Deuxième chose qu'on voulait faire, c'est une fois qu'on avait réussi à injecter ces données, est-ce qu'on est capable de mesurer la charge de morbidité de cette population? On va voir tout à l'heure les éléments quantifiés de la population. Est-ce qu'on est capable de mesurer ceci à l'aune d'un système de mesure du risque qu'on pourra peut-être discuter dans nos questions-réponses, qui est un système basé justement sur les codes ICD-10 et basé en fait sur des agrégats de ces codes, qui sont les systèmes utilisés aux États-Unis pour les programmes Medicare, Medicaid et Affordable Care Act. Donc, on va voir qu'on était capable également de mesurer la charge de morbidité de cette population sur la base des informations statistiques non structurées auxquelles on avait accès. Et puis ensuite, également donner des informations sur l'utilisation et sur les coûts du système tel qu'il est à l'hôpital du Jura bernois. Et puis, basé sur tout cela, est-ce qu'on est capable de donner des directions supplémentaires à prendre pour approfondir la notion de population health? C'est là que des notions qui sont très populaires aux États-Unis actuellement, comme social determinant of health, ont pas mal d'impact. Voir si on était capable également d'aller extraire les données cliniques, typiquement des systèmes de dossiers électroniques du patient, ou alors des systèmes de gestion clinique, par exemple Opal, pour ensuite condenser toutes ces informations dans notre système analytique et puis voir si on était capable également d'accéder à des autres programmes et à des autres informations qui seraient utiles pour la gestion de cette population, qui sera l'objectif de l'hôpital du Jura bernois et de Swiss Medical Network lorsqu'on sera passé en production, j'ai envie de dire, de ce système de caisse maladie. Donc, voilà comment s'est faite notre site pilote. Donc d'abord, d'un point de vue quantitatif, on a eu accès à 60 000 patients qui sont tous des patients qui, à un moment donné ou un autre, sont passés par l'un des centres de l'hôpital du Jura bernois, vous l'avez vu tout à l'heure, les deux hôpitaux ou les centres de santé. Donc on avait les données de 60 000 patients, des données administratives par exemple. Donc on avait les données avec âge, numéro d'AVS, lieu d'habitation, etc., données administratives. Ensuite, on a à peu près 2000 médecins qui ont été impactés par rapport à cette population, qui sont utilisés. Donc, c'est 2000 prestataires. Ensuite, on a eu accès à plus de 200 000 claims médicales. D'accord? Donc, ces 200 000 claims médicales faisaient partie des données non structurées, en l'occurrence, auxquelles on avait accès, et également plus d'1 million d'ordonnances médicales en pharmacie. Ça, c'est la base de données qu'on a pu utiliser, qui, par rapport à, je dirais, à la nature des données auxquelles on a besoin, vous les voyez ici, hein, qui sont listées, ce qu'utilise un système comme ce système de cette plateforme d'analytique Innovalon. Alors, outre les données administratives, qui seraient ici, on va dire, les données administratives, on a bien sûr les diagnostics, donc c'est idéal lorsque les diagnostics, ce qui est rarement le cas, sont faits directement en ICD-10, parce que là, notre système les lit en natif, on est capable de les transcrire, avec bien sûr des données de radiologie, les données notamment de tout ce qui est de la médication des patients. On a d'ailleurs un système, Innovalon a un système aux États-Unis qui fait ce qu'on appelle la medication adherence, qui alerte les caisses maladies lorsque les patients ne vont pas chercher les médicaments pour les maladies chroniques. Donc ça existe, comme d'ailleurs Vaccine Adherence, le taux d'utilisation, l'utilisation des services médicaux, et puis bien entendu les dossiers médicaux. Donc voilà les données auxquelles on avait accès. Et ensuite, on a injecté ces données dans le système avec un système qui s'appelle iPortHD. Une fois qu'on a injecté ces données, on a procédé à deux analyses. On a procédé à une première analyse qui était cette charge de morbidité de cette population. D'accord ? Calculée sur la base d'un coefficient de risque qui est le coefficient de risque du CMS aux États-Unis, je l'ai mentionné tout à l'heure, ICD-10, ensuite code HCC, si jamais j'ai des détails là-dessus. Il donne ensuite un coefficient de risque qui va de 0 jusqu'à l'infini, on va dire. Et ce coefficient de risque va vous donner en fait la charge de morbidité de cette population. Alors, on a en Suisse le Risikoausgleich. J'imagine que vous êtes familier avec la notion de Risikoausgleich.
qui se fait entre les caisses maladies sur la base de la LAMAL, qui fait qu'en fait, il y a des transferts de fonds qui se passent entre les caisses maladies sur la base de Risikoausgleich. Il faut savoir que la manière avec laquelle ce Risikoausgleich est calculé en Suisse est, du point de vue des actuariens que nous avons consultés, relativement légère. C'est basé sur des DRG, c'est basé sur des temps de séjour en hôpital, sur les 12 derniers mois, etc., etc. Mais on pense que, en fait, la méthode utilisée et qui se base sur ces codes internationaux est beaucoup plus pertinente. Donc, on a calculé la charge de morbidité et ensuite, on a utilisé un système qui s'appelle QSFD, je vais en parler tout à l'heure, qui fait des mesures de qualité. On va voir tout à l'heure comment on fait ces mesures de qualité. Et ensuite, troisième résultat analytique, l'utilisation des services par prestataire, mais aussi au niveau du membre, si cela doit s'avérer nécessaire pour notre analyse. Donc voilà la manière avec laquelle on a conduit notre analyse. Et puis laissez-moi vous donner maintenant une information sur l'outil des mesures, parce que ça c'est probablement l'élément le plus puissant. Outre le fait qu'on est capable d'injecter des données non structurées comme des claims de pharmacie et des claims médicales, l'outil pour créer ce que j'appelle une mesure de qualité, c'est, comme je le disais tout à l'heure, l'instrument le plus puissant dont on dispose. Donc, c'est un outil extrêmement intuitif qui, sur la base d'un système hiérarchique graphique très simple, permet de déterminer une mesure de compliance. Et on a, en fait, dans nos librairies, dans les librairies d'Innovalon, ils ont plus de 1100 mesures analytiques de qualité qui sont basées sur des côtés fédéraux et des côtés aux États qui sont déjà intégrés dans le système. Ces 1100 mesures existent déjà. Donc nous, dans le cadre de notre site pilote pour l'hôpital du Jura bernois, on n'a pas eu besoin d'aller coder des mesures de cette manière-là. On a utilisé des mesures déjà existantes. Je vais y revenir tout à l'heure pour vous donner un peu plus de détails. D'accord? Donc, avec cet outil-là, on est capable très rapidement de dire, voilà, par exemple, si je m'intéresse au diabète de type 1. Diabète de type 1, je vais déterminer qu'une population est conforme si elle fait trois choses. Première chose, si chaque trimestre, on va mesurer la moyenne A1C de glycémie. La deuxième chose que je vais faire, c'est que je dois m'assurer que cette population qui ont des diabètes de type 1, tous les 2 ans, ils vont faire un fond de l'œil. Un deuxième critère de conformité. Et la troisième chose qu'on va déterminer, c'est qu'il faut que les mesures, cette mesure de A1C, qui mesure la moyenne glycée sur les 3 derniers mois de l'année, avant l'examen, eh bien qu'elles soient en dessous de 9. Typiquement, si on mesure ça dans les unités qu'on utilise en Europe. D'accord? Donc, voilà les critères. Donc, la première chose que va faire notre système analytique, qu'on va utiliser dans le cadre de l'hôpital du Jura bernois, elle va déterminer un dénominateur, c'est-à-dire la cohorte de tous les patients qui sont suspects, d'après l'analytique, d'avoir le diabète de type 1. Le dénominateur va être déterminé grâce, par exemple, à des pharmacies claim qui prévoient de l'insuline. Typiquement, c'est un indicateur très fort. Grâce aussi à bien entendu, dans les dossiers médicaux, grâce à des diagnostics qui ont été posés, etc., etc. Donc, on arrive avec cette combinaison de facteurs qui doivent être concordants à déterminer quel est le dénominateur. Et puis ensuite, le système va calculer le numérateur, qui sont tous les patients qui sont conformes. C'est-à-dire les patients qui ont justement un A1C inférieur à 9, les patients qui vont faire tous les trimestres leur fameuse mesure, et les patients qui, une fois tous les 2 ans, vont faire un fond de l'œil. Et comme ça, je détermine sur cette population, la population d'hôpital du Jura bernois en l'occurrence, qui est en fait compliant, on dirait en anglais, conforme. Et donc ça va donner, alors maintenant je fais une petite excursion par les États-Unis. Si je suis une assurance maladie américaine qui travaille dans le domaine des grands programmes managed care américains, si par exemple une des mesures, ça va être la compliance, donc la conformité de mes patients diabétiques de type 1, la conformité de mes patients diabétiques de type 1 à justement la conformité, pardon. Et s'ils sont conformes, ça va augmenter mes points. Et si j'augmente mes points de conformité, c'est là que la qualité entre de plein fouet. Si j'augmente mes points d'un point de vue conformité, je vais recevoir de l'État fédéral un kickback plus important. Donc, aux États-Unis, sur certains aspects, ils ont déjà un système qui récompense en fait
la qualité. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple très typique qu'on peut facilement modéliser grâce à ce flowchart designer, c'est la conformité avec les tests pour le cancer du sein. Donc en l'occurrence, dans un système de mesure sur lequel je vais venir tout à l'heure, toutes les femmes entre 50 et 74 ans doivent faire tous les 2 ans un mammogramme, et si elles ne le font pas, elles seront déclarées non conformes. Donc la population que traite cette assurance maladie sera plus ou moins conforme, ce qui va déterminer ce qu'ils vont recevoir en termes de kickback, mais aussi la charge de morbidité dont je parlais tout à l'heure va déterminer ce fameux Risikoausgleich, comme on le fait en Suisse, d'une manière beaucoup plus précise. Donc voilà l'outil d'analyse principal avec ses mesures et avec sa librairie, avec sa bibliothèque de mesures. Alors, avant de passer la parole au docteur Kenfa, qui est arrivé vraiment l'homme qui tombe à pic, je vais juste passer sur la partie gauche, vous expliquer quelles mesures on a prises. Donc, pour simplifier notre pilote, on a pris les mesures les plus populaires aux États-Unis, qui sont les mesures de HEDIS. HEDIS, c'est en fait tout un set de mesures, il y en a à peu près 94, voilà, 94, qui sont déterminées par le NCQA, qui est en fait comme l'Association pour la qualité en Suisse. Hein. Donc, c'est l'équivalent, le NCQA serait l'équivalent de l'ANQ en Suisse. Donc, on a utilisé leurs 94 mesures, qui sont des mesures qui regardent l'utilisation de services, qui sont des mesures qui sont un peu liées aussi à des prompts, d'accord, avec la satisfaction avec l'expérience, mais surtout avec l'effectivité des soins qui ont été prodigués et puis l'accessibilité des soins. Donc, on a utilisé des mesures IDIS parce que ce sont les plus populaires, parce que la plupart des plans de santé américains utilisent ces mesures IDIS et qu'ils sont utilisés notamment par NCQA pour ce fameux STAR ranking en collaboration avec le CMS, qui est l'équivalent de l'OFSP plus ou moins chez nous. Voilà. Et donc, Alain, je te passe la parole pour nous présenter les résultats de ces fameuses mesures IDIS que nous avons utilisées dans le cadre de l'hôpital du Jura bernois. La docteure Boski l'a déjà présenté, donc qui est Bonjour à tous. C'est un plaisir d'être là avec vous, de partager notre expérience d'analyse de données de la vraie vie dans un objectif d'amélioration de la qualité. Donc, je ne vais pas revenir sur tout ce que Jacques a déjà dit, je connais le setting. Mais pour vous dire que pour nous, c'était une expérience intéressante de, pour une fois, pouvoir utiliser des données quotidiennes, collectées quotidiennement, pour voir ce qu'on peut en faire, entre guillemets, pour faire mieux. On vous a passé en revue les différentes sources de données qui ont été utilisées. Et donc, pour nous, après, c'est très intéressant de voir les premiers résultats. Donc là, on va passer en revue quelques résultats qui ont été obtenus. On les détaillera plus loin, enfin, dans les prochaines diapositives, et on va voir un peu ce que ça pourrait changer pour nous, pour le système, pour notre réseau hospitalier. Donc, typiquement, l'une des particularités de ce système, enfin, de l'outil, c'était de pouvoir avoir à la fois des mesures sur des patients, mais aussi des mesures préventives sur des gens qui ne sont pas des patients. Malheureusement, chez nous, le biais, c'était que c'est des gens qui ont une fois été dans l'hôpital. Donc, là, on a par exemple étudié la capacité du dépistage de cancer de sein dans notre réseau, dans notre région. Et sur 10 000 femmes éligibles au système, on avait 3 000 femmes qui ont pu, sur l'année 2020, avoir leur dépistage de cancer du sein. Donc, le système regardait notre base de données entière, regardait le nombre de personnes qui remplissaient les critères selon EDIS, ça a été dit, et puis combien ont effectivement fait l'analyse. Il faut savoir que nous, on a notre propre centre de dépistage de cancer du sein dans le Jura bernois. Donc, je n'ai pas les données suisses pour comparer dans une population de médicaments, mais du coup, nous, on a une capacité d'avoir un résultat pour nous, mais on peut se comparer à nous-mêmes d'année en année si on veut. Ensuite, il y a la prise en charge complète des patients avec diabète. Et donc, le système identifiait, peut-être Jacques l'a dit, les patients diabétiques en utilisant plusieurs définitions. On utilise la définition donnée par le médecin dans les listes de données, mais aussi des données de laboratoire, par exemple, et des données de traitement. Et donc, sur ces patients, ils essayaient de voir combien ont eu un dépistage des néphropathies. Donc, ils regardaient, par exemple, combien ont eu un test urinaire avec un screening de bandelette urinaire. Et donc, avec ça,
on pouvait voir sur un certain nombre de patients identifiés et qui avaient besoin d'avoir un dépistage, combien ont eu le dépistage de la néphropathie en couplant avec d'autres données de néphrologie. Donc, on passe en détail pour voir des données plus importantes par la suite, mais on a vraiment pu étudier également les médicaments qui sont administrés aux patients, les interactions médicamenteuses. Il y a un gros problème de sécurité des soins. Les médicaments à haut risque chez les personnes âgées, l'utilisation d'antibiotiques et l'utilisation de l'hôpital en analysant spécifiquement pour ces patients, pour un certain nombre d'admissions, l'outcome des patients, le devenir des patients sur certains paramètres. Vous dire aussi, dans la base de données qui a été transmise, il y a des données, par exemple, de nos résidences pour personnes âgées. C'est pour ça que vous verrez que les chiffres varient souvent en fonction, les dénominateurs peuvent varier en fonction de l'analyse qui a été effectuée. Un réseau qui recoupe donc des hôpitaux aigus, des hôpitaux de psychiatrie, des hôpitaux de soins aigus somatiques et des résidences pour personnes âgées, plus des cabinets médicaux. Donc, les dénominateurs vont souvent changer en fonction de l'analyse. Ne soyez pas surpris. Donc, l'utilisation. Et ce qui est, je parle aussi de l'admission, par exemple, dans notre réseau de santé mentale. Et parmi les données qui sont très utilisées maintenant, très promues par l'ANQ, les taux de réhospitalisation, on revient dessus en détail. C'est super. D'accord. Donc, je repasse certaines de ces données, mais vraiment pour vous montrer c'est plus des courbes, et en sachant que pour c'est des données qu'on peut réinterroger par la suite. Donc, on peut vraiment rentrer dans les dossiers des patients si besoin était. Donc, sur la gauche, vous avez le rationnel, mais c'est un rationnel qu'on connaît, le cancer du sein, le premier cancer chez la femme. Et puis, l'intérêt de ce qui a pu être fait, c'était d'identifier vraiment les patientes éligibles et de voir les patientes qui ont pu avoir le mammogramme. On peut classer aussi par site. Faut savoir que les données peuvent changer. On a pu coupler avec les données épidémiologiques, les données de localisation. C'est pas très précis parce qu'il faudrait se baser plus sur le code postal. On est parti sur Moutier-Saint-Denis, c'est les grandes villes avec le site hospitalier. Et en fait, nous, on couvre les villes tout autour. Donc, en mettant seulement Moutier-Saint-Denis, on n'a pas pu. Mais en fait, on peut cibler les régions dans lesquelles les gens font le dépistage. Mais on peut aussi cibler, par exemple, par les médecins qui font qui organisent plus les dépistages. C'est vraiment on peut faire la distribution sur la carte. C'est des données qu'on peut étaler sur la carte et puis voir où orienter les axes. Par exemple, nous, ce réseau, on a par exemple des centres de dépistage mobiles. Donc, en regardant sur une disposition géographique, on pourrait se permettre de mieux orienter la distribution des centres de dépistage. Donc, des questions jusque-là? Moi, je vais une question par rapport à la couverture. Oui. Vous direz quelle proportion? Par l'hôpital ou par les analyses? Par l'ensemble des données, quelle planète? Donc, je ne sais pas si Jacques en a parlé, mais l'hôpital du Jura bernois, on a la chance d'être le seul hôpital francophone dans un canton bilingue, et on couvre officiellement toute la population francophone du Jura bernois, du canton de Berne. En gros, c'est 50 000 personnes, mais on déborde sur le Jura d'un côté, sur le Châtel de l'autre, et c'est pas vraiment captif parce que l'hôpital de Moutier à Delémont, c'est 15 minutes, l'hôpital de Saint-Denis à La Chaux-de-Fonds, c'est 15 minutes, mais par défaut, les patients du Jura bernois viennent dans notre hôpital, et justement, vu la proximité avec les autres, que ce soit le Châtel, que ce soit Bienne, que ce soit le Jura, on doit jouer sur la qualité. C'est la concurrence entre les hôpitaux actuellement. Donc, pour nous, dans ce bassin, on couvre, je pense, je n'ai pas les données parce que je n'ai pas les données des autres hôpitaux, mais on couvre une grande proportion de la population du Jura bernois. Est-ce que tu peux dire passer potentiellement ceux qui sont? J'ai vu que les changements, c'est 61 000 personnes. Hein. Voilà. Et c'est pendant que l'autre se base par la base de données enregistrées sur 2021, les gens qui ont eu besoin de l'hôpital. De toute façon, et dans ces autres bases de données, et on sait que pour certaines prestations, on va beaucoup plus loin que ça. Typiquement, la psychiatrie, nous avons toute la psychiatrie jurassienne. Donc, l'échantillon, que cette année-là, 61 000 personnes étudiées. Oui?
Moi, qui font partie de l'assurance. Et tu dois avoir l'hôpital. Pas encore, en fait, on n'a pas encore créé cette nouvelle assurance maladie. Alors, les gens, c'est ce que tu expliqué là, en fait, c'est tous les gens sur lesquels on a une donnée administrative. Les gens qui ont utilisé l'hôpital pour une raison ou pour une autre, en ambulatoire hospitalier. Donc, oui, les administratifs, les autres. C'est les prescriptions des ambulatoires, c'est que lié aux données de l'hôpital, plus l'assurance, les facturations. C'est donc, enfin, c'est pour ça qu'on était dans une phase pilote et puis on prépare le terrain, l'outil. Mais vous avez raison, on manque de données ambulatoires, enfin, on n'en a pas assez. Dans les données qui ont été analysées, on a utilisé les données de nos on a des centres, des cabinets de groupe. L'hôpital possède 3 cabinets de groupe, mais on a une douzaine de médecins généralistes. Donc, leurs données sont aussi intégrées là-dedans. Une partie de leurs données sont intégrées là-dedans. Même si ce n'est pas passé par l'hôpital. Même si on ne va passer par l'hôpital parce que c'est la même base de données. Enfin, c'est un cabinet qui appartient à l'hôpital. Donc, ça n'a pas été, comme malheureusement tous les outils n'ont pas été pensés d'emblée pour être interopérables, il n'y a pas tous les systèmes qui communiquent. Par exemple, il n'y a pas toutes leurs données cliniques au cabinet de groupe, mais on a leurs données de prescription, par exemple, et leurs données de laboratoire, parce que ça, c'est plus facile à exporter. Et c'est pour ça que je disais que les dénominateurs varient. Donc, de 60 000, la base complète, des gens qui sont venus, qui ont eu un test Covid, qui sont venus pour un dépistage, ou qui ont eu une radio faite par leur médecin traitant. Donc, de cette base de données-là, on a une proportion seulement qui a des données hospitalières, une proportion seulement pour laquelle j'ai des données ambulatoires cliniques, et une proportion seulement pour laquelle on a des données de psychiatrie. Et à terme, lorsque le réseau sera mis en place avec le système d'assurance, on devrait avoir les données et on va élargir le scope, enfin l'étendue des médecins traitants, par exemple, qui collaborent avec nous. Parce que parce que aussi le patient donnera son accord. On va de toute façon demander l'accord du patient ou des raisons de protection de données. Mais pour revenir à la question de tout à l'heure, c'est quoi votre représentativité de la population communautaire? Si vous mettez de côté, vous avez 3 centres médicaux. Oui. Il y a d'autres médecins indépendants qui sont. C'est quelle population? Je ne vais pas faire les chiffres parce que je ne les ai pas fait manuellement. On a fait une étude sur la densité des médecins généralistes dans la région et les besoins de couverture. On anticipe sur les prochaines années. Ce qu'on sait, on a fait des calculs avec une norme autour de 2000 patients par médecin. Donc, sur nos 12 médecins, avec les taux de pourcentage variables, on sait qu'on est entre 15 000 patients à peu près dans nos cabinets actuellement. Entre 15 et 20 000. Sur 50 000, comme je disais, sur une cinquantaine de mille, on a entre 15 et 20 000 qui sont déjà, dont on a déjà, encore une fois, malheureusement, une partie des données seulement. On n'a pas toutes les données parce que le système n'était pas conçu. Et vos données dont vous parlez, ce ne sont pas les données des assureurs? Non, c'est vraiment des données du réseau hospitalier. Pour l'instant, on n'a pas l'assurance n'a pas été créée, on n'a pas encore les données assurées. J'ai une discussion avec des informations toujours. En fait, ce qui va changer entre un assureur et un assuré, un membre et un patient, finalement, c'est juste des types d'informations qu'on met dedans. Mais pour nous, pour le système informatique, ça représente un numéro patient. Là, on aura plus de données parce qu'il y aura des données de personnes en bonne santé, des données de dépistage et autres. Donc, on a juste agrandi notre base de données. Mais un patient et un membre, ça reste un numéro unique. Donc, je sais pas si on avait prévu de parler déjà. Voilà, donc ça, comme je disais, les dénominateurs varient beaucoup. Là, sur cette analyse financière pure chiffrée, on s'est basé juste sur 1400 données d'hospitalisation aiguë et on a essayé d'évaluer le taux de réadmission, un indicateur AMQ actuellement qu'on reçoit de temps en temps. Et on s'est rendu compte dans cette analyse qu'on a un taux qui est plutôt intéressant. On n'a pas comparé forcément aux données ANQ nationales qui sont extraites séparément par l'ANQ. Donc, c'est pas forcément non plus comparable, encore une fois. Mais là, on a un taux qui est plutôt bas sur nos sites, je rappelle moi,
avec un taux qui pourrait être attendu selon les normes IDIS américaines de 8%. Nous, on est à 1,7% de taux de réadmission et on arrive à calculer des coûts de réadmission. Ça me permet de voir un peu ce qu'on perd à être pas bon si on veut simplifier ça comme ça. Il y a aussi l'information par médecin. Oui, et typiquement, pour tous ces types de données, on a le médecin qui a été responsable de la prise en charge. Donc, on peut regarder si on devait le faire, regarder par exemple par secteur, par service, ou bien par médecin, ou par exemple des médecins remplaçants ou des nouveaux médecins. On arrive à voir si on arrive à estimer, c'est un paramètre parmi beaucoup d'autres, mais d'avoir si par exemple il y a un médecin auprès duquel il faudrait faire des interventions, des médecins qui ont des approches nouvelles ou des techniques nouvelles, on peut regarder ça. On va pas focaliser forcément et on va pas se focaliser sur une seule donnée. On a un panel de données, d'indicateurs qui, mis bout à bout, je crois qu'on aborde l'un des points plus tard, peuvent montrer des différences dans les pratiques médicales ou bien peuvent montrer qu'il faut regarder plus précisément certaines pratiques médicales. Mais on en discute après, notamment. Donc, les risques de médicaments chez les personnes âgées, c'est l'une des recommandations sur la médecine pour la médecine interne et pour la gériatrie, de diminuer tout un tas de médicaments. Ça, on arrive à faire, ou bien de ne pas utiliser des médicaments, d'éviter certains médicaments, certaines classes de médicaments chez les personnes âgées. Donc, on arrive à identifier, là, c'était sur 13 000 patients, 13 000 personnes passées dans le système, des médicaments à risque. C'est pas beaucoup, et je pense que après il y a aussi des définitions. On a des définitions sur les guidelines américaines. Il faudrait voir ce qui est recommandé au plus chez nous. Et en fait, lorsqu'on va en détail les données, ce cas était par exemple intéressant parce que chez certains de ces médicaments, c'est des médicaments qui étaient voulus par les médecins, souvent dans des situations de fin de vie ou des situations palliatives, où malgré que le médicament puisse ne pas être recommandé, il a toute sa place dans la pratique clinique. Donc aussi, ce n'est qu'un outil. C'est un outil qui permet de voir, d'analyser, de regarder. Et typiquement, si on voit que c'est dans une équipe de soins palliatifs, on ne se posera pas la question. On sait que là-bas, il y a besoin de ces médicaments et puis c'est tout. On a eu la même remarque récemment pour la mortalité sur un de nos sites pour les AVC, en disant vous avez une mortalité un peu plus élevée. Et là, je parle de la vraie vie. Et en réalité, c'est juste que sur ce site-là, on n'a pas le mandat pour faire les AVC. Et tous les patients qu'on gardait chez nous, c'est des patients qui étaient en situation de confort. Et donc, du coup, on a une mortalité qui est beaucoup plus élevée que la moyenne suisse dans ce secteur. Les hospitalisations qu'on aurait pu prévenir, ça, c'est une donnée qui a été regardée avec toutes les faiblesses qu'on a évoquées sur les patients qui sont passés dans notre réseau, les patients qui ont été vus une fois en ambulatoire, dont les données sont peut-être un peu limitées. On a regardé sur les 4000, un peu plus 700 hospitalisations des patients pour lesquels on avait une chance quelques jours auparavant de les prendre en charge sans qu'ils soient hospitalisés. Soit parce qu'il y a une péjoration de paramètres sur le laboratoire qui ont évolué, qu'on aurait pu gérer différemment. Mais comme je disais, effectivement, des fois, on reçoit des patients pour des investigations demandées par un médecin qui est hors du réseau. Mais le système, lui, tout ce qu'il voit, c'est que ce patient avait des éléments modifiables qu'on n'a pas modifiés à temps et qui ont conduit à son hospitalisation. Donc, ça a la faiblesse de l'interprétation actuellement, mais si on a un réseau qui est fermé, on pourra rendre attentifs les médecins en disant vous aviez eu un certain nombre d'éléments et vous n'avez pas réagi assez à temps. C'est grossier, il ne faut pas le faire à rétro parce qu'il y a probablement toujours une raison. Donc, l'idéal un jour, ce sera de le faire de façon prospective. La discussion qu'on a eue, Jacques, avec l'équipe qui voulait nous faire de la prédiction, en se disant, vous avez un patient que vous voyez aujourd'hui, quels sont ses risques de mal évoluer? En fait, c'est d'utiliser les scores cliniques de façon prospective. Donc là, on vient beaucoup plus tard. En général, il y a une raison. En général, il y a des choses que le système ne voit pas, surtout qu'on n'a que des données partielles là actuellement. Mais le système essaie de nous calculer des hospitalisations qu'on aurait pu prévenir. Des fois, ça vaut la peine de discuter. Dans des pratiques, des bonnes pratiques d'amélioration d'amélioration continue, on ne vise pas le zéro. On vise la sensibilisation et on vise la réduction. Après, on peut mettre des chiffres selon les situations cliniques. Mais typiquement, si une admission est évitable, il faut essayer d'éviter. Il en va déjà du patient, simplement. L'hôpital n'est pas un lieu de vie, il en va du patient. Et après, accessoirement, il peut en aller des coûts. Ça, c'est accessoire. Je vais peut-être un peu vite, je vais vous prendre du temps sur la fin.
Je sais pas si tu veux faire celle-ci ou si... Là, vous avez en fait une illustration très typique de l'outil de benchmarking de qualité et aussi de ce que j'appelle la charge de morbidité ou le quotient de risque, le facteur de risque, comme il est appelé aux États-Unis. Donc, sur l'axe des X, vous avez les médecins responsables. Sur l'axe des Y, vous avez deux données. Vous avez sur la partie droite le coefficient de risque et sur la partie gauche, vous avez la durée du séjour hospitalier. Et puis, ce qu'on a mesuré ici, c'était les patients hospitalisés qui ont eu un problème cardiaque, patients hospitalisés qui ont eu un problème cardiaque. Et ce qu'on a voulu voir, c'est d'abord mesurer quel était le coefficient de risque de ces patients. Le coefficient de risque, ça veut dire la combinaison de charge de morbidité qui fait que leur cas va être plus grave qu'un patient qui a juste un problème cardiaque sans avoir aucune autre maladie chronique ou sans aucun autre, je dirais, problème chronique de maladie. Et puis, on a ensuite, bien sûr, sur les barres bleues, pardon, sur la courbe orange, on a mis ces facteurs de risque et puis on a regardé, lorsqu'ils ont un problème cardiaque, quelle était leur durée, quelle était la durée du séjour en hôpital. Alors, deux informations. Vous voyez ici que vous avez en principe et là, en fait, c'est combiné par prestataire de soins, par médecin. Chez ce médecin numéro 1, on a bien sûr anonymisé les données. Sur ce médecin numéro 1, il a finalement une durée d'hospitalisation très longue pour des patients qui, d'après le coefficient de risque calculé sur la base, je le répète, je pourrais le montrer tout à l'heure, j'ai un slide, des ICD-10 de ces coefficients agrégés qu'on appelle des HCC. C'est en l'occurrence la méthode de Affordable Care Act qui a été appliquée ici. Donc c'est ce qu'ils appellent HHS, HHTC. On voit qu'en fait, ces patients ont peu de risques et qui restent très longtemps à l'hôpital. D'accord? Donc, low risk score. Ça veut dire que, probablement, regardez chez ce médecin s'il n'y a pas peut-être un peu de best practice, de bonne pratique à travailler pour qu'ils ne fassent pas hospitaliser si longtemps ces patients qui ont un problème cardiaque. Et puis, de manière opposée, ici, vous avez un médecin, le numéro 22, qui, lorsque ces patients ont un problème cardiovasculaire et qui sont hospitalisés, ont une durée de séjour courte, mais par contre, ces patients ont un coefficient de risque, donc encore une fois, toute la charge de morbidité est beaucoup plus élevée. Donc la question est, est-ce que lui prend une attitude trop risquée par rapport à ces patients, ou est-ce que justement il applique la bonne méthode, etc. Donc après, ça c'est les données brutes, et ça vous donne une idée du type d'analyse qu'on est capable de produire avec finalement les données relativement, je dirais, modérées qu'on avait à disposition. Voilà, et puis ça m'amène à la conclusion par rapport à ce qu'on vous a montré. Donc, on l'a dit plusieurs fois, les données sont critiques, on avait un échantillon limité. L'objectif du pilote, c'était vraiment de démontrer qu'on est capable d'ingérer ces données et puis d'en sortir des informations intéressantes dans le cadre du système de santé suisse, dans le cadre de l'hôpital du Jura bernois et surtout dans le cadre d'un futur système de caisse maladie à capitation où il y aura co-responsabilité entre la caisse maladie et le prestataire de soins, qui sont les hôpitaux, les centres médicaux et puis les cabinets associés, mais également toute la chaîne dont on a parlé tout à l'heure, dans la gestion de leur budget. Donc ça, on va dire que l'objectif était atteint. On est capable absolument, sur la base de données, même lacunaires, de produire des informations très intéressantes. Les problèmes de codage médicaux entre les États-Unis en l'occurrence et la Suisse sont tout à fait gérables. On l'a vu. On est capable de sortir des informations qui nous donnent en fait la possibilité de faire de la meilleure prévention, qui nous donnent la possibilité probablement également de faire du partage de bonnes pratiques entre les différents acteurs du système et entre les différents médecins. On a utilisé des mesures standards. Alors là, peut-être, c'est aussi quelque chose qui est intéressant en termes de santé publique, sachant qu'il y a déjà 1100 mesures aux États-Unis, enfin, en tout cas dans ces systèmes de Innovalent qui existent, qu'il y a ces 94 mesures de qualité pour IDIS au niveau fédéral
plus de 90% des assurances maladie américaines les utilisent. C'est à se demander si on doit vraiment réinventer la roue dans chaque pays et en Suisse également à ce niveau-là. Bien entendu, ils sont faciles à adapter, à corriger, par exemple les cases d'âge par rapport à ce qu'on fait en Suisse. Et puis, dans un modèle que j'appelle de full capitation, donc où finalement la caisse maladie paye aux prestataires de soins un montant forfaitaire chaque année, cette notion de mesure de la charge de morbidité d'une population, cette notion de suivi de qualité et de récompense à la qualité, donc l'incitation soit corrélée avec la qualité, sont absolument cruciales. Et c'est pour ça qu'on veut introduire à la fois notre caisse maladie, notre police d'assurance de caisse maladie, et puis la combiner avec des données quantifiables et ce suivi de qualité et ces mesures de morbidité. Voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Donc, cette question. Merci beaucoup, hein, c'est très très intéressant, ça, impressionnant, Stéphanie. Oui, merci beaucoup. Oui, c'est bien de voir, de mettre en lumière ce qui est fait à l'intérieur d'un groupe. Hein. Maintenant, la question critique, si on veut aller plus loin dans des modèles de type Kaiser, il y a d'une part la question de la masse critique de la population, si on veut avoir des produits effectifs de prévention primaire, avoir des effets et des retours sur l'investissement de la population, donc la deuxième chose, c'est comment vous allez faire avec des médecins qui restent payés à l'acte et pour lesquels on peut faire des tests de qualité, des discussions, etc. Et c'est quoi les outils que vous allez mettre en place pour, si ce n'est pas du salariat, si c'est de pay for performance, comment vous allez implémenter finalement cette dimension finalement d'un système très d'acte d'un côté et très biomédical, parce que le succès de ces prises en charge intégrées, c'est souvent aussi le déploiement de santé, des hôpitaux. Il y a beaucoup de médecins. Mais ces professionnels ne peuvent pas vous payer. Donc, si vous ne jouez pas sur cette dimension de salariat du médecin, comment vous Peut-être ouais. Tu veux y aller? Ouais. C'est lui qui prend les questions difficiles, moi je prends les faciles. Je vais me tromper, je prendrai les difficiles. Excellente question, et puis ça tient même à tout ce qui va se passer dans les prochains mois, dans les prochaines années. Et là, tu as de vous dire quand est-ce qu'on envisage de commencer. La première, elle est tout à fait juste. L'intérêt d'une prévention, c'est d'avoir le nombre de personnes pour réduire l'incidence d'une pathologie. Nous, on mise sur le long terme. Le groupe mise sur le long terme, et puis on va essayer d'aller crescendo. On espère d'ici 5 ans, on a les 50 000 personnes de la région. Est-ce que c'est suffisant? Non. Quelle serait la taille critique en Suisse? Est-ce qu'il faut dire 1 million? Est-ce qu'il faut dire 100 000? Je dirais que ça dépend de la pathologie. Ça dépend aussi de ce que coûtera la pathologie si elle survient. Si on prévient un cancer, c'est différent de si on prévient une fracture ostéoporotique ou d'autres. Ça dépendra, mais de toute façon, le système de santé suisse est obligé de prendre en charge ces gens. Donc, ce sera un modèle d'assurance de base. Donc, de toute façon, ils seront pris en charge. L'intérêt, ce sera donc progressivement de réduire les coûts, de réduire l'incidence. Ça va pas se faire tout de suite. Je pense que là, on va gagner probablement assez rapidement, c'est sur les préventions secondaires ou sur les hospitalisations potentiellement évitables ou sur les doublons. Certains d'entre vous connaissent la problématique ou l'ont vécu. Le nombre d'examens qu'on fait à double le même jour entre deux soignants à 100 mètres de distance. Le nombre de choses qui se perdent dans le système, le nombre d'examens qu'on refait parce qu'on n'a pas vu l'ancien, le nombre d'examens qui sont faits le jour de la sortie et qu'on ne verra jamais. Je pense que là, il y a déjà de grosses économies qui vont être faites. Où on a parlé. Il y a toujours une incitation. J'aborde cet aspect après. Donc, déjà, le système en lui-même. Les gens le font, je pense pas que les gens le fassent de mauvaise foi. Je pense qu'un médecin, il refait l'examen aujourd'hui parce qu'il n'a pas vu l'examen du matin. Là, il n'y a pas d'incentive financier, il gagne pas. Les médecins ne gagnent pas sur les examens prescrits.
Là, il a juste besoin de l'examen pour prendre une décision. Et s'il n'a pas l'examen de hier, ben, il prend la décision, il refait l'examen aujourd'hui. Donc là, je pense pas que l'incitatif arrive. Donc, on va gagner là-dessus. Et typiquement, on a parlé du diabète, la prévention des complications du diabète. Là, on pourrait être beaucoup plus efficace sur, par exemple, la BPCO, les COPD, les BPCO, de prévenir les hospitalisations. Eux, ils viennent 5 fois par année en hospitalisation. Si on réduit 2 fois par année, on gagne déjà pas mal. Pour ceux-là, c'est des gens qui coûtent cher. Maintenant, sur l'implémentation, vous avez tout à fait raison, et ça, c'est critique. C'est quelle est la masse critique déjà pour que le système fonctionne. Pendant 5 ans, on va fonctionner, pendant 5 ans au minimum, on va fonctionner avec les deux systèmes en parallèle. On va commencer avec le modèle Kaiser sur 2024, j'espère, mais on n'aura pas beaucoup de personnes. Les deux systèmes vont fonctionner. Et progressivement, et puis pour discuter des incitatifs dont vous parlez, ce sont des membres, c'est des gens qui de toute façon vont payer. Le médecin, il y a plusieurs modèles. Soit on dit au médecin, bah, pour nos membres, enfin pour des membres, vous ne faites plus rien à l'acte. Voilà ce que vous avez chaque mois comme salaire. Vous avez 2000 patients. Parmi les 2000, il y a 100 qui sont de nos membres. Bah, pour ces 100, voilà ce que on vous donne par mois. Vous n'avez pas besoin de chercher plus. On va donner quelque chose de proportionnel. Et après, on regarde, c'est aussi l'intérêt de voir après à quel point ils suivent les recommandations. Si vous avez fait juste avec vos patients, qu'ils soient venus ou pas, c'est vous qui gérez, vous êtes payé. C'est l'une des choses. Sachant que vous n'allez plus être payé pour d'autres actes qui sont faits. Et nous, on voit les autres actes qui sont faits. Et plus important pour moi, et pourquoi je pense que les médecins doivent s'impliquer, c'est de se dire, c'est nous qui disons, c'est nous les médecins qui disons quelles sont les bonnes pratiques à faire, c'est nous qui critiquons ou bien qui comparons avec les bonnes pratiques des États-Unis et qui adaptons avec nos exigences suisses, des fois plus élevées, des fois plus basses. Dans certains cas, on va choisir les exigences américaines, dans d'autres, on va choisir les exigences suisses. Et là, à ce moment, on se dit, ben voilà, les exigences que nous décidons de suivre entre nous. Et il y a des collèges de médecins qui vont discuter de ça, qui vont faire de la recherche, qui vont publier des données là-dessus, en disant, ben voilà ce que nous acceptons de suivre entre nous. Et un médecin qui ne suit pas une recommandation, encore une fois, le premier réflexe, c'est pas de lui taper dessus. Ça ne marche pas comme ça. C'est de comprendre pour ce patient précis, pourquoi il a dû sortir des recommandations. Donc, progressivement, les incitatifs vont changer. Et nous, on espère, et c'est vraiment l'enjeu du système, que les médecins vont se rendre compte que malgré qu'ils ne perdent pas de l'argent, ils font de la meilleure qualité, ou en tout cas une qualité aussi bonne et qu'ils maîtrisent mieux que ce qu'on peut faire dans le système actuel. Il n'y a pas un médecin qui a envie de prescrire des médicaments. Pas plus tard que hier, j'ai des collègues qui se plaignaient d'autres collègues parce qu'ils disaient qu'ils font trop d'examens, trop tôt dans la prise en charge. Pourtant, on est tous à la performance. Sur la qualité, c'est la rémunération du médecin. Donc, ces modèles de CMO, HM, il y a un modèle de qualité. La caisse maladie, ou alors c'est aussi Kaiser Permanente, parce que chez Kaiser Permanente, les médecins sont aussi des indépendants. D'accord. Donc, la caisse maladie, elle paye un montant de capitation au médecin généraliste, par exemple, qui est le temps. Et puis ensuite, elle va lui donner cette fameuse incitation à la qualité. D'accord. Donc, si on en revient au modèle du diabète de type 1, qui est toujours un modèle qui est assez facile à schématiser, si ces patients font chaque trimestre et s'ils font bien leur tatata, ensuite il va recevoir son incitation à la qualité en plein. C'est toujours des modèles hybrides, et ça ferait peut-être l'idée, mais on n'a pas encore formalisé le modèle. Dans le cas de Tout à fait. Parce que là, c'est vrai qu'on doit adapter un système existant dans un environnement différent à un système suisse qui a quand même ses règles et ses particularités. Chez Kaiser, la Société des médecins, elle est hors de Kaiser. La Permanente Medical Group est totalement séparée. Elle est for profit. Donc là, les médecins ne perdent pas. Mais le système contrôle quand même que les patients ne perdent pas trop. Est-ce qu'il y a une question en ligne? Oui, on a une question du docteur Marques Vidal. Nous travaillons sur les hospitalisations potentiellement évitables, diabète, COPD, asthme. Quels critères utilisez-vous pour les définir? Donc, je n'ai pas relu en détail. Bonjour, professeur Vidal. Mais juste vous dire, là, on a repris des données, des indicateurs américains existants. Donc, c'est les IDIS dont il parlait. Donc, si on veut voir les critères qui ont été utilisés, c'est ceux-là. Mais les potentiellement évitables, en Suisse, c'est par exemple défini sur la hospitalisation dans 30 jours à peu près. Et les potentiellement évitables, c'est des
des patients qui ont été vus, comme je disais, à un moment avec une pathologie, qui ne nécessitait pas encore d'hospitalisation et qui ont progressé. Donc, il y a une définition, mais pour aller point par point, il faudrait qu'on lise Oui, si le professeur va sur EDIS Measures, il va trouver toute la liste et il va pouvoir cliquer dessus et ça donnera exactement les critères quantitatifs. Et donc, ça, c'est ce qu'on a appliqué dans notre base de données avec les faiblesses dont on a discuté. Merci. Zélie, bravo pour l'initiative. Ouais, je vois qu'on est au bout de l'heure. Il est midi. Merci encore une fois à vous deux, à nos deux orateurs pour cette excellente présentation et puis bon appétit à toutes et à tous. Merci.